C'est l'heure de Politique sur France 24. Il y a des affaires qui bouleversent le pays et celle qui fissure ses fondations. L'affaire de la petite Liana appartient aux deux. Au-delà du crime et de l'horreur imposée aux parents, cette tragédie agit comme un révélateur brutal, celui d'une rupture de confiance du peuple envers ses institutions. Et pas n'importe laquelle, la justice. On pouvait accepter qu'elle se trompe, mais pas qu'elle échoue à protéger malgré les alertes, malgré les signalements et les mécanismes censés prévenir l'irréparable. La réponse politique est arrivée trop vite pour être sincère et peut-être trop tard pour être utile. Aujourd'hui, l'exécutif veut et va trouver des coupables et rabattre la faute sur des dysfonctionnements d'administration fatiguée ou paresseuse, comme l'a dit l'un des avocats. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le problème est bien plus profond et bien plus compliqué. Et si, dans le fond, c'est une thèse, le système politique, depuis des décennies, en imposant ses lois, où ces visions successives avaient éteint toute velléité des administrations de gagner en autonomie et à se corriger elles-mêmes ou à s'auto-évaluer. On en parle avec Carole Barjon de la revue Politique et Parlementaire. Bonsoir, chère Carole. Bonsoir, Roselyne. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonsoir à vous, chère Catherine. Bonsoir. Henri Vernet, éditorialiste à France Info Télé. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je ne veux pas dire à chaque fois cher, mais bon, cher. Hein, cher Nous sommes Henri. chers l'un à l'autre, Et puis, en tout cas, de mon point de Et vue. puis, je crois que c'est votre anniversaire. Donc, bon anniversaire à vous, Merci. cher ami. Merci. Et à Laurent Geoffrin, Cher. cher Laurent Geoffrin, directeur du livre Journal. Hein. Voilà, c'est pas votre anniversaire, non? Non, c'est Bon. bientôt. Mais c'est pas C'est mal. bientôt, Je vous dirai. nous dirait. Dans la vie politique, on oublie les couacs, les mésententes, les coups de Trafalgar, mais les Français oublieront-ils le drame de cette petite fille et du raté de la chaîne judiciaire qui n'a pas su éviter sa mort? Pas évident, effectivement, qu'on oublie ce drame dans le cœur et les tripes des Français. Ah non, ça restera dans la mémoire collective, c'est sûr, oui. Mais bon, il y a des lois, il y a une proposition de loi qui a On été va en parler, mise sur la table au Parlement. Il faut la voter, voilà. Il faut la voter en urgence. La loi globale, la loi Je- intégrale. Général ou global, je sais pas. Enfin, il y a une loi avec beaucoup de mesures et qui me paraissent pertinentes et qu'il faut mettre en œuvre rapidement. Il y a quand même une ambiguïté dans toutes ces réactions politiques à cette affaire. Parce que autant c'est normal de stigmatiser les erreurs, soit des erreurs individuelles, il peut y en avoir, ça arrive, et donc elles sont susceptibles de sanctions, soit de dire que le système est mal organisé ou qu'il n'a pas assez de moyens et qu'il faut tout ça, à mon avis, est vrai. Mais il faut bien voir qu'il y a derrière aussi une intention politique de la part de la droite qui fait campagne contre la justice depuis pratiquement 10 ans maintenant, pour expliquer que les juges ont trop de pouvoir, qu'ils sont de gauche. incontrôlables, qu'ils sont noyautés par l'extrême gauche, et toutes choses qui sont en fait fausses et qui sont destinées enfin qui sont nées plus exactement de deux choses. Un, des procès qui ont été intentés à un certain nombre d'hommes politiques qui avaient commis des délits quand même, donc qui ont été sanctionnés pour cela. Deuxièmement, à cause de cette antienne qui dit cette justice est laxiste, donc il faut être beaucoup plus dur. Et donc c'est de la faute de la justice de gauche, entre guillemets, comme si tous les juges étaient de gauche, c'est complètement faux. Mais donc il faut être beaucoup plus... Donc il faut lui rabattre son caquet. D'où la proposition de Retailleau, par exemple, qui consiste à humilier l'ensemble de la magistrature en ne distinguant pas les magistrats qui font leur travail et ceux qui ne le font Oui, pas. parce qu'il y en a qui font effectivement leur travail. Je À mon avis, 90% font leur travail, mais... On va vous écouter. On va écouter quand même les avocats. On a pu entendre l'avocat de la petite Lola, cette jeune enfant qui a été violée par Badella. J'ai peur à chaque fois de dire Barella, pardon. Oui, donc oui. Et donc certains avocats tapent sur le système et d'autres au contraire le défendent. Et c'est l'avocat, cette fois, des parents de Liana qui s'exprime. J'ai vu des magistrats désespérés car ils n'avaient plus les moyens de leur faire leur office dans de bonnes conditions. A-t-on oublié la tribune des 3000 magistrats suite au suicide de l'un d'eux? Je vous demanderai donc un peu de respect. Étudier 70 000 plaintes d'ici le 14 juillet, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et j'espère que personne n'est dupe, c'est impossible, à moins de mal faire son travail.
Voilà. Est-ce que la réponse politique, c'est du tout au tout, c'est-à-dire on a empilé les dossiers pendant voire des années, et aujourd'hui demander aux magistrats de résoudre des affaires, on pourrait les regarder 70 000 jusqu'au 14 juillet, quoi. Ça paraît mission impossible. Non, mais c'est mission impossible. Alors c'est clair que si on se limite à cette mesure-là, si on focalise là-dessus, donc sur cette affirmation, cette injonction même du Premier ministre Lecornu à l'ensemble des magistrats, oui, c'est vraiment la réponse politique par excellence, c'est-à-dire c'est la fameuse loi, en gros, un fait divers, un drame, une loi. Et comme si ça allait résoudre les choses. Là, en l'occurrence, c'est pas une... Enfin, il le mettra, ça, dans le projet de loi aménagé qui sera présenté en Conseil des ministres rapidement. Mais c'est surtout, donc, en effet, un ordre, en quelque sorte, qui est donné aux magistrats. Non, c'est pas possible. Alors cela dit, Lecornu lui-même, il a précisé un peu les choses. Il s'agit évidemment pas de régler 70 000 affaires potentielles, parce qu'il faut les regarder, ces plaintes en souffrance. Il s'agit plutôt, a-t-il précisé, d'un criblage, c'est-à-dire de voir d'ici donc le 14 juillet, ça, cette date butoir reste, mais de voir ce qui véritablement demandera enquête, devrait déboucher, ça ce sont des mots qui ont été employés par lui-même et par son ministre, par son garde des Sceaux Darmanin, déboucher éventuellement sur des gardes à vue, sur des actes de justice, etc. Mais ça, évidemment, ils ne prétendent pas tout régler en 3 mois. Non, mais pour revenir sur l'ensemble, il est évident que oui, il y a une réponse qui est très politique, de la part justement des politiques, des gouvernants, disons des dirigeants, et ça, à l'unanimité, c'était assez choral, de la part d'Emmanuel Macron pour commencer lui-même, de la part de Sébastien Lecornu, et bien évidemment de la part de Gérald Darmanin, qui lui a fait de la politique sur le dos des magistrats. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Tout ça, il faudra le voir. C'est tout à fait possible qu'il y ait eu des dysfonctionnements individuels. Tout ça, c'est à l'enquête, l'administrative qui est en train de se jouer, dont on nous dit d'ailleurs que tout sera en transparence et qu'on les connaîtra le 19 juin. Donc tout cela est à suivre. Mais oui, et la manière, si vous voulez, dont les trois que je viens de citer, le président Premier ministre et le garde des Sceaux, cette façon de dire non, ce n'est en aucun cas une question de moyens, mais une pure question de défaillance. Alors d'abord les défaillances, encore une fois, justement, il faut attendre le résultat de cette enquête. C'est vrai que c'est une défausse qui est quand même un peu rapide, un peu facile. Alors certes, il est vrai que les moyens de la justice, les moyens budgétaires en tout cas, ont augmenté ces 10 dernières années, c'est-à-dire le mandat de Macron. 2017, un budget de 7 milliards d'euros annuels. Aujourd'hui, on arrive à 11 milliards. Mais on sait bien que ça ne fait pas tout et qu'en réalité, ce qui manque, c'est un maillage de procureurs, d'enquêteurs, de magistrats, vraiment sur ce thème. Également d'ailleurs sur le terrain policier. Et donc, il faut pas... C'est vraiment trop réducteur et surtout dangereux, en effet, d'agiter un petit peu le chiffon rouge là, des magistrats, parce que la République, elle est quand même fondée sur un système judiciaire en lequel le peuple a confiance. Oui, mais là, c'est justement la complexité, c'est que le peuple n'a plus vraiment confiance dans cette institution. On va vérifier, parce que quelles sont les institutions dans lesquelles le peuple a confiance? Je crois que la justice arrive en premier. Oui, mais justement, avec tout le monde cette est bas, mais la justice. Oui, c'est très bas quand même. En tout cas, bien devant les politiques. C'est quand même très bas. Oui, mais pour tout le monde. Alors, c'est les politiques dont la confiance est encore plus basse qui disent. Mais les politiques et les journalistes, on est bien, on est bon dernier. On est bon dernier. On a intérêt à être modeste. Mais tout de même, l'émotion, elle est. Enfin, moi, je trouve qu'on parle un peu trop vite d'instrumentalisation politique. Parce que avant l'instrumentalisation politique qui existe, évidemment, mais... Je dis défausse, pas instrumentalisation, c'est plutôt une défausse qu'une instrumentalisation. Les deux, on va dire les deux. Il y a quand même une véritable émotion, une véritable indignation. Comment est-ce qu'on peut comprendre que le procureur de Toulouse, qui a un dossier de la petite Rosa, c'est celle dont je parlais tout à l'heure dans l'avocat, où il y a un dossier médical constitué avec la preuve du viol, se contente d'envoyer par la poste au procureur d'Auch le dossier. On se dit... Alors, peut-être que l'enquête démontrera... Là, effectivement, c'est pas une question de moyens, c'est une question de... Peut-être, l'enquête démontrera-t-elle... Non, mais il y a probablement des fautes individuelles. Laisse-moi finir. Qu'il avait envoyé effectivement un mail ou qu'il avait passé un coup de fil. Mais enfin, c'est ce qu'on attend quand même. Donc, moi, je pense que la vérité est en fait dans la conjonction des deux solutions.
c'est évident qu'il y a un manque de moyens. Moi, je Oui, pense. ça- Macron s'est fâché tout rouge en expliquant qu'il n'y avait aucun problème de moyens au début, avant de nuancer sa position, parce qu'il a le sentiment d'avoir été le premier à augmenter le budget de la justice depuis longtemps, ce qui est vrai, mais comme on dit, Ouais. on partait de très loin, parce que les budgets de la justice avaient été réduits par Sarkozy et par Hollande. Donc, bon, il y a un problème de moyens, mais ça n'exclut pas les responsabilités individuelles. Oui, et pardon. ça, alors, Et donc, la question de la responsabilité des magistrats, moi, je trouve qu'elle mérite d'être posée, dans la mesure où, effectivement, la confiance des Français dans la justice est quand même tombée assez bas. Et on sait, depuis l'affaire Doutreau, oui. que, voilà, il y a, Oui, un problème il y a de eu cette responsabilité des rupture, magistrats. Et on n'a pas tout à fait le sentiment que le Conseil supérieur de la magistrature en fasse beaucoup Oui, se soit sur ce plan. ému beaucoup. Catherine, je sens que vous avez envie de vous exprimer. Juste pour rappeler quand même un chiffre qui est éclairant. Aujourd'hui, un magistrat français doit traiter 2000 dossiers par mois, quand un magistrat en Europe, en moyenne, en traite 430. Oui. Donc, c'est quand même des proportions qui sont totalement hallucinantes. Certes, on a augmenté le budget de la France, mais nous sommes les 43e dans l'échelle européenne. On peut toujours se gargariser qu'on a fait mieux, qu'on a progressé. On a fait un effort. Mais ce qui n'a pas de bol aussi pour le gouvernement Lecornu, c'est que une semaine avant que tout ça n'explose, le gouvernement Lecornu avait annoncé qu'il allait ratiboiser de 440 millions le budget de la justice. C'est-à-dire, juste une semaine avant, il a dit hop, on va retirer encore un peu de sous au budget de la justice. Donc, si vous voulez, je pense que la question des moyens ne peut pas être mise de côté. Non. Elle est fondamentale dans cette affaire. Et je sais que les postiers sont très coupables, mais enfin, l'histoire de la Poste est passée par la Poste et je sais pas quoi. Bon, si ça a mis 24 heures de plus, c'est vraiment pas ça qui explique le problème, et probablement qu'il y a des enjeux Ça va continuer après. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chaîne. Il y a peut-être des défaillances, mais d'abord, tout à fait. Rien n'exclut pas l'autre. Il y a une série de retards difficiles à comprendre. Tout à fait. Il y a des choses qu'il va falloir essayer de comprendre, mais de toute façon, dans les enjeux qui sont importants, il n'y a pas une personne toute seule qui a la responsabilité. Nous savons tous que nous travaillons, quand bien même nous sommes en responsabilité, nous avons autour de nous des cordes de rappel qui font qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'on n'est pas seul à assumer dans tous les métiers à responsabilité. C'est ainsi, et je suis absolument certaine qu'il en était également de même. Et quand il y avait eu l'affaire Outreau, ça avait été mis en avant le fait que le jeune magistrat, en l'occurrence, n'avait pas été épaulé et n'avait pas été accompagné dans sa prise de responsabilité. Toute petite chose que je voudrais rajouter sur les enjeux politiques, moi, ce qui me paraît très, très préoccupant, c'est que ce qui est en train de monter comme petite musique, parce que précisément, il y a une rupture de confiance avec la justice, c'est on commence à remettre dans le débat des choses qui sont très, très contraires à des principes démocratiques, comme, par exemple, ce est en train de revenir le fait qu'il y ait une imprescriptibilité et des peines incompressibles et voire la peine de mort pour les tueurs et violeurs d'enfants. Ça commence à revenir, tout ça est en train de revenir dans le débat, alors que ça c'est vraiment très attentatoire à la conception française, mais européenne, de ce qu'est il y a peu de chances qu'on revienne sur la peine de mort. On peut entendre les gens, et je l'ai entendu. Vous verrez. Là, moi, je vous donne mon billet que ça fera partie du débat de l'élection présidentielle. Mais ça l'était déjà en 2022, même si justement Marine Le Pen avait varié durant cette campagne pour dire pourquoi pas un référendum, mais dans la foulée, je crois qu'en 48 heures, elle avait changé d'avis en disant non, c'était admis. Exactement. C'était inconstitutionnel. Imprescriptibilité, il n'est pas illogique qu'il y ait une réflexion là-dessus concernant en effet certains crimes. Et attention, après, qu'il y ait un débat, c'est quand même normal, parce qu'ils sont faits pour quoi, les législateurs, quand même, en général, en réalité, les lois suivent l'état de la société, davantage et plus encore les gouvernants qui ont un peu perdu quand même le sens du temps long, de l'anticipation de ce qu'il faut faire. On est plutôt dans le réactif, dans la réaction et en gros dans le court-termisme. Un législateur, ils sont quand même là aussi pour faire avancer un petit peu la société, et ils sont élus par le peuple. Et donc si ça doit venir dans le débat, ça n'aurait rien d'illégitime. C'est pas la question d'illégitime, c'est que juste c'est des socles sur lesquels on a construit notre droit qui sont en train d'être sapés. Je ne dis pas qu'on ne peut pas. Et aujourd'hui, il y a un
seul crime qui est imprescriptible, c'est le crime contre l'humanité. l'humanité. C'est le seul crime qui est... C'est-à-dire qu'on considère que les hommes... les hommes et les femmes, les personnes, on a les compris. criminels ont droit, au bout d'un certain temps, à l'oubli. Je ne dis pas par là que, par exemple, par contre, les victimes, elles n'oublient pas. Donc, qu'il y ait un acte qui rende justice, au sens qu'on les entende, qui est même un acte de justice, au sens de les écouter dans un prétoire, dans un tribunal, pour qu'elles puissent évoquer et parler et qu'on puisse reconnaître leur souffrance. Par contre, moi, je pense que si on commence à considérer que l'imprescriptibilité... Il y a autre chose qui je monte. pense que Il y a ça autre atteint chose. à des idées humanistes. Il y a autre chose qui monte aussi dans le débat. C'est pas seulement revenir sur l'imprescriptibilité des crimes, etc. C'est le fait qu'il y a des gens qui maintenant veulent se faire justice soi-même, C'est la eux-mêmes. même chose. Eux-mêmes. Ça, on tout a à fait entendu d'accord. ça. Tout à fait d'accord. Donc là, c'est très très grave. Bien sûr, c'est la Et même chose. pour empêcher ça, il ne faut pas seulement mettre en route des lois qui ne s'appliqueront que dans plusieurs mois, etc. Il faut répondre là de manière assez urgente. La question, c'est est-ce que c'est possible? Oui, mais est-ce que si à on l'inquiétude empile les des lois, parents, là, on parce que empile les les lois parents- et on les... Les parents ne font plus Oui. confiance maintenant aux différentes institutions scolaires, périscolaires. Oui, bien sûr. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé Non, mais il y a- oui. à Paris. Pardon, ben non, mais ça existe. Et c'est un truc qui Non, mais- monte. Et donc, quand on dit... La principale préoccupation maintenant des gens, et des parents, c'est comment est-ce qu'on Protège. va empêcher qu'il y ait d'autres lianas et est-ce que mes enfants ne sont pas Oui. en danger? Et il faut que le pouvoir politique puisse répondre à ça. Donc, il y a eu des sûr. propositions. Parce que, si vous voulez, le problème, c'est que quand un agresseur, un prédateur sexuel, commet, par exemple, mettons, peut-être pas un viol, mais des attouchements sur un enfant, ou agresse un enfant, il va avoir une peine X et il va sortir. Oui. Oui. Il va recommencer. Et il va recommencer. Bon. Donc, Alors, Laurent n'a pas beaucoup parlé. Oui. non, mais il faut peut-être étudier des solutions. Il faut un suivi médical, une obligation de suivi médical, je vois, parce que C'est toute la question. on va pas le Mais est-ce que vous condamner. faites C'est allusion toute à la question. On va pas le condamner à la prison à vie. Non, mais C'est toute la Darmanin question. dit qu'un violeur d'enfant incurable. est incurable. Alors Alors, il n'est pas peine de mort, psychiatre, moi, je dis. bon. Oui, mais c'est peut-être vrai, j'en sais rien. Bah, Je je ne suis pas, pas je suis spécialiste pas de la médecin, question. hein. Par ça. Mais C'est ce qu'il a dit. il faut à ce moment-là on ne peut pas tout d'un coup aller d'un extrême à l'autre en disant on ne fait rien contre Non, mais les prédateurs sexuels et puis on va les mettre en prison jusqu'à la fin de leur jour. Non. il y a d'autres moyens, Oui, ben lesquels allons-y. mais ils coûtent très cher. Comme toujours. Ça a dit la perpétuité, c'est ce qui a été évoqué Mais- par le Cornu. Hein. Mais Par l'Assemblée. Oui. l'Assemblée n'est pas totalement inerte, n'était pas, puisqu'il y a cette proposition de loi qui est sur le bureau de La loi l'Assemblée. intégrale. La loi intégrale, Eh ben- quand on lit les mesures, il y a des mesures. Par exemple, On va écouter. il y a une mesure qui est toute simple, qui consiste à demander un certificat d'honorabilité au personnel qui s'occupe des enfants. Ça existe déjà pour les crèches. Ouais. Il faut l'étendre à tout le monde. C'est-à-dire est-ce qu'il faudrait, par exemple... Oui, mais c'est une prendre que mesure, des- c'est Oui. une vraie mesure. Ça veut dire que tous ceux qui ont un casier judiciaire, déjà, ils peuvent pas. Ouais. Et ceux qui ont été virés de quelque part Alors. pour comportement inapproprié, ben, ils peuvent pas non plus. Donc ça. Mais ce qui a manqué, c'est la Attendez, j'ai pas connaissance. dit Oui, tout. oui, Dans oui. l'affaire, Ce sont des connexions entre dans Oui, c'est l'affaire pour ça qu'on parle de parisienne, fichiers. Mais bien dans sûr. l'affaire parisienne, ça aurait été utile quand même. Oui, dans le périscolaire, bien sûr. On aurait évité beaucoup de choses. hein. Oui, mais ça aurait été utile qu'ils le sachent, qu'il y ait ces fameuses connexions. Il y a d'un côté, il y a les lois, mais c'est le grand problème, c'est surtout aussi leur application, Exactement. leur entrée dans le Exactement. Surtout que- Ce que vous décrivez, ça, Ça existe, existe. oui, mais Ça ce qui a existe. manqué, Non, mais c'est c'est la pas appliqué. connexion des ménages. Alors, je vous propose, pour Vas-y, c'est euh, appliqué, ils doivent produire un certificat Oui, pour, mais il n'y a pas de pour, connexion s'occuper entre des les trèches. différents Il n'y a pas de employeurs. connexion entre ce que dit C'est bien Henri. ce qui a manqué dans l'affaire du périscolaire. Alors justement, regardez, on a un petit encadré qui explique quelle est cette loi intégrale. Oui, c'est une bonne idée. Oui, pour qu'on comprenne ce qu'il y a dedans. Modèle On islandais. Dis-leur. C'est un texte qui s'inspire des préconisations de la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, ainsi que de 140 propositions issues de la coalition féministe pour une loi intégrale. Il s'agit d'une loi cadre comportant 79 articles. Elle a pour but d'obliger plusieurs secteurs à agir ensemble.
Le premier volet réforme la police et la justice et prévoit notamment la création d'unités spécialisées au sein de la police judiciaire, la formation des magistrats et la définition d'un socle obligatoire d'actes d'enquête pour limiter les classements sans suite. Viennent ensuite les dispositions consacrées à la protection des enfants avec la mise en place d'entretiens annuels pour chaque enfant afin de dépister d'éventuelles violences. Le troisième axe renforce la protection et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail. Un volet santé renforce également le rôle des professionnels de soins. Déjà consigné par plus de 110 parlementaires de gauche et de la coalition gouvernementale, le texte a été déposé fin 2025, mais n'a toujours pas été examiné. Elle a cependant reçu le soutien de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui a appelé le gouvernement à l'inscrire à l'ordre du jour de la session extraordinaire de l'Assemblée en juillet ou en septembre. Dans une lettre adressée à ses ministres, Sébastien Lecornu souhaite que la proposition de loi soit soumise dans les prochains jours au Conseil d'État. Alors voilà, Henri, cette loi concernerait effectivement la santé, l'éducation nationale, la police, la justice, etc. Faire une sorte de loi, on pourrait dire, je ne sais pas si le mot est, mais pluridisciplinaire en quelque sorte. Oui, c'est ça. Où toutes les disciplines... associant tous les aspects concernés, justice, police, enquêteurs, et puis en effet les éducateurs scolaires, etc., y compris d'ailleurs les familles. En réalité, c'est le modèle psychiatrie sondé, aussi. ça existe. Oui, bien sûr, psychiatrie, tout ce qui est médical et dans ce secteur-là. En réalité, le modèle, c'est ce qui se fait en Islande depuis 1998, avec ce qu'ils appellent des maisons, je ne sais plus le terme exact, mais où vous avez en effet tous ces corps de la société qui sont rassemblés, et c'est à la fois de la prévention et du traitement une fois que malheureusement un crime a été commis. Alors après, évidemment, la différence. Alors 98, nous on est en 2026. Alors cela dit, l'Islande, je crois, c'est quelques centaines de milliers d'habitants. Donc évidemment, les problèmes, ils sont davantage appréhendables que dans un pays quand même aussi administré complexe que le nôtre. Mais surtout, il y a une inertie. Qu'est-ce que ça révèle en quelque sorte, ce retard, sans même parler du retard tout à fait institutionnel et politique, qui est que cette proposition de loi, qui est transpartisane de tout l'ensemble de la gauche, le bloc central, 116 signataires à l'Assemblée nationale, mais en effet, qui est dans les tiroirs depuis plusieurs mois. Ce qui manque, d'abord, c'est là aussi, si vraiment on la mettait en œuvre, là aussi, il y aurait une question de moyens. C'est-à-dire que, en quelque sorte, pour l'appliquer, il y a beaucoup les associations de défense des victimes qui sont derrière, qui sont à la manœuvre dans la conception de cette loi. Ils estiment eux-mêmes que c'est 3 milliards, quasiment 3 milliards par an. Attendez, aujourd'hui, on est quand même en train de discuter de trouver des économies de 6 milliards liées directement à la guerre d'Iran. Non, mais en France, c'est ça. On est dans un pays, enfin, c'est assez répété. Donc, il y a des priorités, il y a des choix politiques à faire. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, l'un des maux de la politique en France, c'est cette difficulté, MAUX bien sûr, c'est cette difficulté à faire des grands choix, à anticiper, à aller au-delà de la prochaine élection. Là, c'est vrai qu'il y a tout un activisme en quelque sorte qui est lié à l'émoi national, à la colère nationale. Une colère nationale, en effet, assez dangereuse dans la mesure où elle est, en tout cas pour l'instant, en partie dirigée contre des magistrats. Donc c'est tout à fait légitime d'y réagir. Et les politiques, bien sûr. Mais les politiques, c'est habituel. Les politiques, de toute façon... Oui, mais là, quand ça vient des oppositions... ils ont l'habitude. Quand ça vient du peuple ou quand ça vient de l'opinion publique... on a eu les Gilets jaunes il n'y a pas longtemps. En plus, c'est amplement compréhensible. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas agi davantage avant ? Donc voilà, c'est ça le truc, c'est vraiment d'avoir une réponse... Alors, tout le monde essaie d'en avoir une. Laurent, après... Ces affaires ont été sous-estimées. Ouais. Mais c'est une remarque marginale, mais le fait que ça soit une proposition de loi droite-gauche, donc consensuelle finalement, donc ça veut dire que la gauche, y compris l'extrême gauche, reconnaissent officiellement que la répression, c'est bien, c'est utile. C'est nécessaire. Vous pensez à la France insoumise, j'imagine. Pas seulement, non, à toute la gauche. La gauche dit, oui, il faut réprimer. C'est important de réprimer. Non, mais le PS peut le dire. LFI, c'est pas ce que vous avez en tête. À moins qu'il soit hostile à la proposition de loi, je crois pas, mais je pense pas. Non, mais... Donc ça veut dire qu'officiellement, ils disent que la répression est... Vous y voyez un... Il ne peut pas sortir de là. C'est surtout vous y voyez une contradiction. Préventif aussi. Attendez, j'ai pas fini ma péroraison. Deuxièmement, ça veut dire que la droite et l'extrême droite, si elle est d'accord avec la loi, reconnaissent que la répression
ne suffit pas et qu'il faut de la prévention. Autrement, ça marche pas. Et donc les deux, Donc c'est à front donc renversé. l'hémiplégie des deux, de la droite et de la gauche, sont prises en défaut dans cette Ouais. affaire, en creux. Puisque, c'est en plutôt général, une la bonne gauche nouvelle. dit, mais non, les droits des prévenus passent Oui. avant, Bah, les c'est libertés plutôt une bonne publiques, nouvelle. etc. Oui, mais je ne m'en gendarme pas, au contraire. Je m'en félicite. De manière un peu ironique, quand même, mais je m'en félicite. D'accord. Moi, je voudrais quand même, il nous reste un peu de temps, mais parce qu'on a essayé depuis le drame de faire un peu l'anatomie de ces défaillances. Et vous posez une question, je ne sais pas si vous considérez à tort ou à raison, mais le politique a-t-il affaibli les capacités de l'administration à développer une culture propre, je parle de ça depuis des décennies, de responsabilité, d'initiative. En clair, en France, on a une administration qui n'ose plus agir, qui obéit par elle-même à force de directives et d'injonctions. Est-ce que Oui. Moi, vous êtes d'accord? Oui, voilà, comme ça, parce qu'on vous l'avait proposé en introduction de votre propos tout à l'heure. Oui, mais j'ai pas le sentiment que... mais j'étais d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, depuis Sarkozy qui a instauré un new management dans l'administration, on a des fonctionnaires qui sont suivis, qui doivent rendre des comptes sur leur efficacité, il y a tout un nouveau mode de management à l'intérieur de l'administration, dans toutes les administrations, dont tous les fonctionnaires disent souffrir profondément. C'est-à-dire que la souffrance des fonctionnaires dans leur travail, elle est considérable. Et il n'y a pas un secteur qui ne le dit pas. On a parlé récemment de l'hôpital avec... Et cette inertie viendrait de là. Oui, enfin, je veux dire, il y a un ensemble de choses. C'est-à-dire s'il y a des problèmes de moyens, il y a des problèmes d'injonctions contradictoires, parce que là, aujourd'hui, on parle de l'enfance, mais il y a 15 jours, on parlait du narcotrafic. Enfin, je veux dire, à Nantes, il y a 15 jours qu'il y a eu 4 personnes qui ont été tuées. C'est-à-dire que la question du narcotrafic était devenue la priorité absolue pour la justice. C'est-à-dire qu'on passe d'injonction en injonction sans arrêt. On manque à l'école, c'est en permanence que les ordres et contre-ordres déstabilisent le système scolaire. Moi, je pense qu'il y a un problème d'affirmation. Ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, Henri, en disant qu'il y a un problème de choix politiques qui font qu'on est un peu au fil de l'eau. Moi, c'est mon analyse. Mais il y a le new management. 2, l'argent n'est pas mis aux endroits où il le faut. 3, il y a de la versatilité qui est un peu liée aux émotions. Et puis, en fait, parce qu'on écope le bateau. On passe notre temps à écoper le bateau. Dans le fond, où personne ne se sent responsable de quoi que ce soit. Oui, mais je pense que ça prépare une crise politique et démocratique considérable, ça. Alors, je vous sens tous dubitatifs. Oui, moi, je suis assez d'accord personnellement avec Catherine. C'est quand même d'obéir au pouvoir politique. Ils sont pas. C'est pas la question. Oui, mais il y a eu un changement. Pas faire leur politique tout seul, quand même. Non, mais c'est pas la question. C'est possible, ça. Et deuxièmement, le fait de leur demander des comptes sur leur rentabilité, de leur efficacité, c'est normal. Et si les fonctionnaires ne font rien, il faut bien leur dire de faire c'est pas le cas. Ils sont en souffrance de passer leur temps à rendre des comptes. Je connais un peu l'administration, ils sont pas tous en souffrance. Moi, je connais bien l'administration pour avoir un travail régulier avec eux. Non, mais pardon, moi, je travaille dans des secteurs, notamment dans les collectivités locales. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans les collectivités locales qui ne sont pas en souffrance d'avoir des moyens qui sont très dégradés, des conditions de travail qui sont très dégradées et d'avoir des normes qui s'empilent, des injonctions qui sont insupportables et insuivables. Enfin, non, moi, je pense que ça ne va pas du tout, cette affaire. Personne ne veut. Moi, je suis toujours un peu sceptique, je veux bien le croire. Oui, je suis toujours un peu sceptique parce que. Je vous emmène avec moi. On a un taux de dépenses publiques qui est le plus fort du monde, pratiquement, et on nous explique qu'il n'y a pas assez de moyens. Non, mais le fait, c'est mal, c'est peut-être mal. Un quart du budget de l'hôpital sert à contrôler l'hôpital. Enfin, franchement, un quart de la dépense à l'hôpital, c'est une dépense administrative. Peut-être que c'est mal organisé. Donc ça veut dire que peut-être. Ça, c'est pas une question de manque de moyens. Ça veut dire que l'argent. Des moyens mal employés. Oui, mais ça veut dire. Donc, ce que je suis en train de dire, je dis à la fois, il peut y avoir du manque de moyens et il peut y avoir des manières de concevoir l'administration et de penser que la chose la plus importante, c'est de contrôler les fonctionnaires, qui fait qu'on perd le sens du travail et la finalité de ce qu'on leur demande. Oui, en même temps, qui sont profondément en souffrance. On dit depuis, je ne sais pas, moi, 50 ans, que le problème de l'administration, c'est beaucoup
qu'il n'y a pas de gestion des relations humaines, des ressources humaines, comme on dit aujourd'hui, et qu'il n'y a pas réellement de management. Donc, qu'il y a une inertie qui est là. Ouais. Mais quand on sait très bien que, par exemple, dans le secteur, excuse-moi, de l'école, c'est vrai. Je veux dire, les profs ne savent pas très bien à qui s'adresser. Enfin, il y a un problème de gestion des ressources humaines. Ouais. Mais juste, ce qui est en effet vérifiable, c'est les injonctions contradictoires dont vous parliez. C'est vrai qu'en matière de justice notamment, cette politique des circulaires, parce que maintenant les ministres n'agissent plus directement, et ça, Dieu merci, sur les procureurs, etc. En revanche, ils établissent leur ligne politique, leur ligne éditoriale, pourrait-on dire, par le biais de ces fameuses circulaires qui sont envoyées aux différents procureurs généraux. Le problème, c'est qu'en effet, comme vous l'avez souligné, là, il y a combien de priorités marquées par ces circulaires ? Il y a 15 jours, c'était en effet le narcotrafic, il y a le grand banditisme, il y a les violences contre les femmes, quand même, qui ont pris quand même beaucoup d'ampleur et qui, là aussi, ont donné lieu à des lois et quand même à l'installation, malgré tout, d'un système un peu plus, alors non performant, le mot serait peut-être un peu bizarre, mais en tout cas, laissant moins de lacunes que pendant des décennies, là encore, y compris par rapport à nos voisins européens, et à commencer par l'Espagne. Donc ça, c'est une réalité. Voilà, là, vraiment, il faut s'y retrouver. Maintenant, juste une chose, vous dites la responsabilité, responsabilisation. Moi, je pense que ça, c'est quand même vraiment à travers français. C'est-à-dire qu'en France, vous êtes un ministre, vous démissionnez jamais. Est-ce que Mme Dati avait démissionné au lendemain du casse du Louvre ? Non. Est-ce que, alors là, c'est beaucoup plus dramatique. On n'est pas dans les pays du Nord. Non, mais vous avez raison. Gérald Darmanin, est-ce que, par exemple, les attentats de 2015, les deux vagues, est-ce qu'on a vu un seul ministre de l'Intérieur démissionner ? Bien sûr que non. Je veux dire que, et là, Gérald Darmanin, bien sûr que je dis pas... Ça ne changerait rien. Mais bien, d'accord, ça ne changerait rien. Alors après, mais il y a une posture morale aussi de sa part. Dans des pays comme ça, clairement, les ministres concernés auraient démissionné. C'est une culture française. Non, mais il pouvait proposer sa démission. Et pour les grands chefs d'administration. Sur une question morale, l'a proposé à Emmanuel Macron qui l'aurait refusé. Au moins faire le geste. Absolument. Au moins faire le geste. Et ça, c'est vrai, c'est dans pas mal de pays démocratiques comparables aux nôtres. Ça se fait. Chez nous, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de sens des responsabilités. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Alors, je voudrais juste, parce qu'on va essayer de dire un mot du meeting de Jean-Luc Mélenchon, mais moi, il y a la une du point qui m'a interpellée, c'est sur Marc Bloch. Alors, le 23 juin... le résistant Marc Bloch et l'auteur de L'étrange défaite entrera au Panthéon, donc le 23 juin. Marc Bloch, dans cette œuvre d'intelligence et d'une immense lucidité, s'était interrogé sur l'effondrement de la France face à l'invasion allemande, la faillite des élites dirigeantes, des chefs militaires incapables de s'adapter à la guerre moderne, l'administration rigide. Il y a même un éditorialiste, le patron du journal, qui dit « Votez Marc Bloch ». Est-ce qu'on en revient un peu là ? C'est-à-dire que le constat que Marc Bloch faisait au lendemain de la guerre, aujourd'hui, on a le sentiment que c'est toujours les mêmes mots, pour reprendre l'expression à Mahuix de Henri. Enfin, on n'est pas occupé encore. Non, mais hors contexte, Laurent. Non, j'entends bien. Il y a un niveau de drame quand même. Mais non, mais... On peut trouver des ressemblances, bien sûr, mais il y a certainement des impérities, des fautes qui sont actuellement commises et dont on pourrait faire la liste assez facilement, bien sûr, c'est vrai ça. Oui. Là-dessus, non ? Mais il faut prévenir, quoi. Il faut agir maintenant, il ne faut pas attendre moi, je vais vous juin 40. Je vais vous faire un lien avec votre volonté de parler du meeting de Jean-Luc Mélenchon, puisque je l'ai... Ah bon, alors Marc Bloch... je vais faire le lien, vous allez voir pourquoi. Parce que le meeting de Jean-Luc Mélenchon, en fait, il a été consacré pour pratiquement la moitié du temps à parler de la Nouvelle-France. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait dans ce discours ? C'est-à-dire qu'il parle de la France. Et moi, je pense que véritablement, la question de est-ce qu'on a encore une vision de la France, des idées claires sur notre devenir commun ? Je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, quand Marc Bloch dit la faillite des élites, je pense que c'est quelque chose qui est en train de vraiment travailler le pays et que Mélenchon apporte à sa manière un type de réponse. Je pense que l'extrême droite aussi, ils bénéficient l'un et l'autre de ne pas faire partie des élites dirigeantes. Donc, ils n'ont pas apporté de responsabilité. Ils peuvent se présenter comme n'ayant pas de lien. Je vois où vous voulez. J'ai mis du temps à voir où vous vouliez en venir. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, leur proposition à l'un et à l'autre, c'est de porter un discours et une accusation sur les échecs des élites dirigeantes. Accusation qui sera entendue.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que le discours de l'un et de l'autre tombe dans l'oreille d'un sourd. Il y a une vraie inquiétude sur la responsabilité des partis, des élites dirigeantes sur la situation du pays qui est jugée incontrôlée. Et je crois qu'ils vont tenter l'un et l'autre, d'une part, de mettre en accusation ceux qui ont gouverné, d'autre part, de dire leur propre vision de la France pour redresser la France. Oui, mais c'est ce qui crée le populisme. Hein. C'est-à-dire que la faillite des élites telles qu'on les a connues depuis... Est-ce que les Marc élites Bloch ont failli était ou pas pas? populiste. Ouais, la faillite des élites... Non, mais il explique avec une lucidité et une intelligence qui a mené, en quelque sorte, à la défense, Oui, mais à la défaite. Il faut faire attention au parallèle, parce que si on fait le parallèle entre le spectre politique actuel et le spectre de l'époque, alors le spectre de l'époque, c'était le contexte de la guerre, effectivement. Non, mais avant la guerre, il y avait le centre, droite-gauche, il y avait l'extrême droite et l'extrême gauche. Oui. Moi, je veux bien qu'on fasse la comparaison, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les choses en viennent à un désastre comparable à celui de juin 40, donc ça veut dire qu'on aura comme remède, comme solution, l'extrême droite. Implicitement, le discours revient Oui, à je ça. comprends. Honnêtement, mais je ne fais pas le parallèle. honnêtement, c'est difficile. C'est-à-dire les staliniens d'un côté, les nazis de l'autre. Moi, je veux bien qu'on fasse cette comparaison. Ouais, mais c'est pas très habile. L'un et l'autre sont un peu excessifs. Mais non, à l'époque, ils étaient vraiment staliniens, les communistes. Non, mais d'accord. Et l'extrême droite était pro-nazi. Formuler dans ces termes pour aujourd'hui, c'est un peu Oui, mais excessif. donc méfiez-vous des comparaisons. Non, mais évidemment que se référer à l'histoire, ce n'est que pour aider à penser. Oui. Voilà, donc ce n'est pas pour se dire qu'on refait la même chose. Oui. Ce qu'on dit juste, c'est que ce qui a été très puissant en 1940 au moment de la grande défaite, c'est le sentiment d'un échec des élites. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sentiment parcourt vraiment profondément notre pays et que ces élites, ce sont celles qui ont été les élites qui ont gouverné. Les anti-élites étaient pires à l'époque. Enfin, après, le procès des élites, c'est quand même vraiment un grand classique. Alors, Marc Bloch le fait avec beaucoup de raison, de lucidité, et surtout, il est dans une explication historique qui est difficilement contestable. Néanmoins, quand je dis qu'elle est très partagée, regardez, Emmanuel Macron, chez lui aussi, il y avait une part de populisme en 2017. Quand il bazarde la droite et la gauche, les grands partis, qui sont des formes d'élite quand même, qui ont gouverné en disant non, tout ça, c'était pas bien fait. C'est moi qui vais dépasser, en quelque sorte, les élites. Et d'ailleurs, au-delà des partis, il a également fait, par exemple, la manière dont il a démantelé les grands corps de l'État, à commencer par le Quai d'Orsay. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. En quelque sorte, le populisme, c'est vraiment une maladie. C'est pas forcément péjoratif complètement, le populisme. Mais Sarkozy, c'était pareil. Sarkozy détestait les corps constitués. Alors lui, c'était plus l'armée, mais c'était également les diplomates aussi. Les diplomates, mais bien sûr. Et tout ce qui est là... Ou les énarques. Les énarques. Oui, et d'ailleurs, Macron est allé au bout, lui. Il a quasiment supprimé, en tout cas largement réformé l'ENA. Donc ça, c'est une tentation qui est chez chacun. Alors ça peut d'ailleurs parfois faire sourire, parce que quand on entend ça chez Mélenchon, mais attention, Mélenchon, il est lui-même un produit totalement élitaire, élu pendant toute sa vie, ayant grandi quand même dans le giron de la République. Alors certes, avec des idées aujourd'hui peut-être un peu plus rebelles, etc. Mais dans tout cela, il y a quand même une grande part de tactique politique, de stratégie politique, ce qui ne veut pas dire qu'on peut parfaitement entendre nombre de choses qu'il a soulignées. Et moi, ce qui m'avait frappé dans le meeting à Saint-Denis, c'est en effet cette entrée dans l'histoire. D'ailleurs, évidemment, il y avait le choix de la basilique d'un côté, la mairie qui vient d'être conquise par Bali Bagayoko, emblématique de cette nouvelle France. Et puis la triangulation, c'est-à-dire on se sert des slogans. On est chez nous, etc. C'est le slogan du FN, du vieux Jean-Marie Le Pen. C'est sans doute un des plus habiles politiques du jour, et d'être humain. Mais ce que je veux dire, le populisme en plus, tout n'est pas forcément à jeter. Après tout, c'est écouter ce que veut le peuple, et ça, c'est pas forcément un défaut. C'est peut-être ce qui a manqué à nombre de politiques. Maintenant, en effet, tous les dangers que vous avez signalés les uns et les autres, ça, c'est le risque est là d'aller trop loin dans ce sens-là, bien sûr. Carole, le mot de la fin, il reste une minute. Non, mais moi, je pense que ça revient régulièrement que les élites dans l'histoire soient remises en question, et pas toujours à tort. Oui, mais j'ajouterais... L'aveuglement, par exemple, dans la guerre de 14-18, les chefs, l'armée a quand même J'ajouterais que le remplacement des élites... Pardon ? Le remplacement des élites par les extrêmes... Non, quelquefois, il y a le remplacement des élites par d'autres élites. C'est autre chose. Ça s'est jamais produit.
Je veux dire, Si, en non, 40, en ils ont dehors de remplacé. Si, en Ouais, non, 40, bah oui, c'est produit, c'était ouais. d'autres élites, ça n'a pas été les extrêmes. Enfin, je veux dire, c'était une extrême Saint-Pétersbourg en droite. 1917, Mais je veux dire, ça s'est le seul produit. moment où il y a eu Remplacé. une véritable Non, on parle de la révolution. France, là. Oui, on parle de la France et Oui, la non, mais Révolution si on parle française, des c'était plutôt pas comparaisons, mal. quand vous faites des comparaisons, les comparaisons ne Ouais. vont pas dans le bon sens. Ouais. Nous aussi, on a coupé la tête à notre roi. Hein. Enfin, c'est quand là, même- vous parliez des bolcheviks. C'est quand même pas un hasard si Le non, mais Pen moi, je me est- suis lancée dans Marc Bloch. Oui, mais excusez-moi, c'est je me flou. suis. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire J'ai lu faire la une et l'intérieur du point. Marc Bloch, ses leçons pour la France d'aujourd'hui. Je trouvais que c'était un sujet. Donc, j'espère que j'étais pas à côté de la plaque, mais je me mets à côté du point. Voilà. Et ben c'est fini en fait. Donc point final. Merci beaucoup à tous. Merci. On vous lit, on vous écoute. France Info Télé, Libre Journal, la revue parlementaire, politique et parlementaire et la revue Regard. Merci à tous. Merci à Flore Simon et merci à Sacha Mamba et à toute l'équipe technique. À très vite. Merci.